Jean-Claude Dess, qui est le président de Cosenago et qui est aussi le président du jury. Et je le remercie très fort parce que c'est en grande partie grâce à lui que cet événement a pu avoir lieu. Ensuite, il y a eu un petit décalage. Régine Delplanque, qui est pharmacien hospitalier, chef de service de la pharmacie publique hospitalier du Havre. Nous avons Brigitte Crochemort, infirmière libérale. Aude Cavoche, représentant des patients à la Fondation Charles-Michel. Céline Aguilera, praticien hospitalier de l'obstétrique et aussi président du CME du Belvédère. Et vous avez pu l'avoir aussi lors de la conférence sur l'hypnose thérapeutique. Sébastien Letellier, qui est le président de Health Factory et qui est aussi mon équivalent à Strasbourg. C'est lui qui gère effectivement le plus gros hackathon d'Europe, voire du monde, puisque vous êtes à 400 participants à chaque chapitre qui a lieu tous les mars. Voilà, tous les mars en fait de chaque année. Et enfin, Philippe Emmanuel Hadès, ancien agroécologiste, conseiller économique à l'hygiène physique et à la santé de la ville d'Étretat. Donc, comme vous pouvez le voir, le jury sont des experts du domaine. Ensuite, je vous ai déjà parlé la dernière fois des critères d'évaluation, mais je vais les rappeler. Le premier critère, c'est l'impact. Est-ce que votre problématique et vos solutions vont vraiment impacter les choses? Ensuite, le réalisme. Est-ce que votre solution est vraiment réaliste ou pas? La qualité de votre prototype. Ensuite, l'innovation. Est-ce que ce que vous présentez est véritablement innovant ou pas? La promesse. Est-ce que vous n'avez pas faké un peu trop sur votre produit? Et enfin, votre présentation. C'est-à-dire, est-ce que vous avez fait une présentation de qualité? Est-ce que vous avez bien parlé? Est-ce que votre PowerPoint est joli? Voilà, donc je vais, avant de passer à la première équipe, je voudrais simplement informer la chose suivante, que les équipes gagnantes, lorsque on aura déterminé les équipes gagnantes, devront partir de l'autre côté très rapidement pour aller voir Sarah, qui est là, pour prendre effectivement une vidéo, parce qu'effectivement ce week-end nous avons deux superstars, Léa qui est derrière, qui est la photographe officielle des hackathons santé. Vous allez pouvoir un échantillon de ces photos qui sont absolument magnifiques et qui contribueront beaucoup à la communication du hackathon. Et enfin Sarah, qui a fait un reportage vidéo de tout le week-end. Donc nous aurons un joli film qui présentera effectivement tout ce que vous avez fait. Et là, ce sera vraiment un bon outil de communication. Voilà. Donc je vais appeler la première équipe. C'est l'équipe qui était dans le labo numéro 1. J'ai oublié le nom. J'ai un gros trou de mémoire. Je commence à donner leur nom. Alors, pour les règles du jeu, en attendant que les équipes s'installent, vous avez droit à 3 minutes. Vous avez droit à 3 minutes pour chaque équipe de présentation du projet. Ensuite, le jury aura droit à 2 minutes de questions. Réponse. Et puis voilà, ensuite, on passera à l'équipe suivante, etc.
Donc la première équipe s'appelle My Retro Session. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Fanny, je vais vous présenter le projet qu'on a travaillé avec l'équipe du développement, Rudy, Damien, Thomas, Guillaume et Gabin, et du coup Maxime et moi pour le portage du projet. Du coup, ma rétrocession, pour vous expliquer un peu le projet, je vais vous raconter l'histoire de Martine. Martine, c'est une patiente, elle a 40 ans, elle est atteinte d'une sclérose en plaques. Et là, récemment, elle a été hospitalisée pour une nouvelle poussée de sa maladie. Et du coup, elle va avoir une prescription de son neurologue avec un nouveau traitement, qu'elle ne connaît pas encore. Elle va rentrer chez elle, elle est très contente, et le lendemain matin, elle va arriver à sa pharmacie d'officine, sa pharmacie de quartier, pour aller chercher son médicament. Et là, sa pharmacienne va lui dire, écoutez, non, je ne peux pas vous délivrer votre médicament est à délivrance hospitalière, donc il ne peut se trouver que dans un hôpital. Donc là, Martine est un peu perdue et elle ne sait pas trop comment faire pour obtenir son traitement et où aller. Donc le but de notre projet, c'est de proposer une application smartphone qui permettra de faciliter l'accès au traitement pour le patient et puis d'améliorer la prise en charge médicamenteuse. Donc la mission de cette application, en fait, Martine pourra, grâce à l'application, rentrer le nom de son médicament. Et du coup, ça l'emmènera directement pour savoir si c'est un médicament qui est hospitalier ou si c'est un médicament qu'elle pourra trouver en ville. Et si c'est un médicament hospitalier, ça l'emmènera directement sur une carte qui va la géolocaliser et qui lui indiquera les hôpitaux les plus proches autour d'elle pour qu'elle puisse commander son traitement. Donc le prototype, est-ce qu'on peut lancer la vidéo du coup de ce qu'on a travaillé sur ce week-end? Comment? Il y a juste à appuyer sur l'image. Ouais. Voilà, juste ici. Voilà. Donc, du coup, Martine va taper son nom de médicament. Immédiatement, si c'est un médicament hospitalier, ça va tout de suite la basculer sur la carte, en fait, qui va lui indiquer autour d'elle donc les hôpitaux les plus proches. Donc là, pour les besoins de l'administration, c'était sur Rouen et les alentours. Mais du coup, il aura également toutes les informations concernant l'horaire. Donc là, on n'est pas allé jusqu'au bout dans le week-end, mais l'horaire, les modalités d'accès et puis l'adresse pour pouvoir contacter également au niveau du téléphone. Donc après, en développement sur cette application, on aimerait pouvoir aller plus loin et pouvoir donner aux patients des informations sur son traitement et également pouvoir mettre dans cette application un suivi de l'observance du traitement avec des rappels de prise pour le patient pour qu'il puisse suivre son traitement qui est souvent complexe. Voilà, je vous remercie de votre attention et je remercie toute l'équipe. Merci à toute l'équipe. Est-ce que le jury a des questions? Au niveau de l'identification du problème, comment ça se fait que les gens ne savent pas qu'ils doivent aller à l'hôpital pour aller chercher leur traitement? Comment vous avez su que c'était un problème? Alors on sait que... Oui, ça marche. On sait que c'est un problème. Nous, on est pharmaciens hospitaliers, donc c'est vrai qu'on est confrontés tous les jours aux patients qui sont un peu perdus. Souvent, l'information, en fait, n'est pas forcément bien connue, même par les praticiens, en fait, qui le plus souvent sont des spécialistes hospitaliers.
Donc parfois, ils ont l'habitude d'avoir le traitement, voilà, ils ne se posent pas forcément la question, ils ne pensent pas dans la consultation à l'annoncer aux patients. Et ensuite, il va y avoir aussi un deuxième problème, c'est que parfois, on va leur dire que c'est à l'hôpital, mais du coup, ils vont y aller directement en sortant de la consultation. Et une fois rentrés chez eux, s'ils n'habitent pas forcément à côté du centre prescripteur, en fait, ils vont être un peu perdus, ils ne vont pas savoir s'ils sont obligés de retourner là où ils ont vu le médecin ou s'ils peuvent aller ailleurs. Donc cette application pourra aussi les aider pour leur dire en fait vous n'êtes pas obligé de retourner au CHU, vous pouvez aller à IFTO par exemple. Est-ce que vous avez une idée de la fréquence de ces situations? Au niveau national, je n'aurai pas de chiffres. Après, on voit nous dans notre pratique quotidienne que les patients sont très souvent perdus, surtout quand c'est la première fois. Après, ils commencent à connaître le système. C'est vrai que le grand public, en général, connaît souvent peu les pharmacies hospitalières. Et du coup, dès qu'ils doivent aller à l'hôpital, ils sont quand même un peu perdus. Je n'ai pas de fréquence. Non. Tout à fait. En fait, il y a une autorisation émise par l'ARS sur les PUI, donc les pharmacies hospitalières qui ont le droit de faire de la rétrocession. Donc tous les hôpitaux ne sont pas à même de rétrocéder les traitements. Il y a une liste spécifique. Et donc, est-ce qu'il est prévu un lien justement avec le stock de chacune des PUI? Ah oui, c'est très loin. Dans l'idéal, voilà. Après, c'est vrai que c'est très compliqué de pouvoir se connecter au stock. Et puis, voilà. Mais en tout cas, déjà dans un premier temps, de bien expliquer aux patients qu'il n'y a pas forcément du stock et d'appeler, voilà, ça, ce sera prévu au niveau de l'application, qui sache qu'il faut anticiper un peu. Et vous avez prévu un développement normand ou au-delà de la Normandie? Dans un premier temps en normand, mais bien sûr, ça pourrait être une application nationale. Merci. C'était la dernière question. Merci à vous. Applaudissez les chercheurs. Maintenant, j'appelle l'équipe aussi à venir sur scène. Est-ce que vous êtes prêts? Merci. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Oui, on peut lancer le compteur. C'est moi il y a 3 ans. Bonsoir. Ça, c'est moi il y a 3 ans. Effectivement. Les services d'urgence font un travail formidable. Grâce à eux, mon fils est toujours à nos côtés. On aime tous nos enfants, mais quand on les voit souffrir, on peut en perdre nos moyens. Et dans la confusion, la panique, le sentiment d'urgence, que font les parents? Ils vont aux urgences.
Quand ils arrivent aux urgences, malheureusement, s'il n'y a pas un réel besoin de prise en charge urgente, ils vont attendre en salle d'attente. C'est du temps pendant lequel ils vont un risque de contracter d'autres maladies. Des maladies qu'ils vont avoir au contact des autres enfants malades dans les services, dans la salle d'attente. Et pour nous, professionnels de santé, c'est du temps qu'on aura consacré, qu'on aurait pu utiliser pour des patients qui en ont plus besoin. Ça génère des tensions, ça génère du mal-être, de l'épuisement pour l'ensemble des professionnels de santé aux urgences. En plus, c'est un coût pour nous, un coût pour vous, un coût pour l'ensemble de la communauté. Ça génère donc une souffrance pour les professionnels de santé, pour les enfants, pour leurs parents. Comment résoudre cette situation? Okidoki! Ouais! Okidoki. Comment éviter cette souffrance aux professionnels de santé, aux parents et aux enfants? Okidoki est une application, un site internet et un assistant vocal qui permet d'obtenir des conseils et de savoir la démarche à suivre quand votre enfant est malade avec des simples questions. Okidoki est une solution innovante? Oui! Je suis d'accord avec vous. Okidoki est un assistant intelligent, vocal, le tout premier en France qui vous permet de conseiller sur la démarche à suivre avec quelques questions simples. Les mêmes questions que vous poserez à un médecin du SAMU. Et je vous présente une démonstration. Okidoki. Votre enfant a-t-il moins de 3 ans? Oui. Pouvez-vous m'indiquer sa température, s'il vous plaît? 38,3. Depuis quand a-t-il de la fièvre? Hier. Est-il mou ou a-t-il des difficultés à bouger? Oui. Nous vous conseillons d'appeler le centre 15. Souhaitez-vous être mis en relation maintenant? Conformément à votre paramétrage, nous leur transmettrons ce que vous nous avez communiqué. Oui. Okidoki pourrait également vous conseiller sur le centre médical le plus proche. Okidoki, est-ce que c'est une solution impactante? Oui! Et oui, un enfant sur deux qui arrive aux urgences pour raison médicale n'a pas de motif justifié. Ça en fait 12 000 au CHU de Rouen et ça en fait 400 000 en France. Par an. Et Okidoki, est-ce que c'est une solution réaliste? Oui! Nous avons la technologie et le savoir-faire. La technologie avec un spécialiste en intelligence vocale et le savoir-faire avec l'équipe de CHU. Et Okidoki, c'est prometteur? Merci. Oui! Ces deux équipes qui se sont réunies, qui avaient à peu près les mêmes problématiques. Moi, j'étais venue avec la problématique pédiatrique PédiaHelp, et Asni était venue avec son savoir-faire et une problématique de décision médicale. Donc, on présente l'équipe. Il y a Jacques. S'il vous plaît. D'accord. Mais ils sont là, hein, ils sont là. On va pouvoir répondre aux questions. Pouvez-vous simplement préciser comment vous avez conçu votre algorithme? Alors ça, c'est au niveau médical, on a déjà un algorithme. Dans notre équipe de pédiatres, il y a un médecin du SMUR, et c'est exactement l'algorithme qui va être ce que le médecin suit dans la problématique. Voilà, l'arbre décisionnel. C'était pas une question, c'était surtout, je trouve très bien que vous avez réussi à collaborer, parce que au départ, on ne l'a pas rendu. Et voilà, c'est une expérience, je pense que c'est intéressant sur le collaboratif. Donc la question. Merci en tout cas. Merci. La question légale d'utilisation de Google Home avec ça pour transmettre des données patients. Alors, tu peux passer deux diapos. Tu sais, c'est pour. Voilà, c'est là. Alors là pour le moment, en fait, tout ce qu'on gère en termes de traitement de data, on gère sur un hébergeur agréé pour la partie santé, ça coûte vachement cher. Et pour la partie autorisation d'utilisation de droit, on s'est rapproché d'un cabinet d'avocats spécialisé en droit de santé qui nous accompagne sur cette partie. Ok. Doki. Est-ce que vous avez d'autres questions? Une dernière? Oui. Non? Ok, très bien. Merci beaucoup. Merci d'applaudir les bénévoles qui étaient là depuis 3 jours avec nous. Merci d'applaudir aussi les membres du jury.
Merci. Est-ce que vous êtes prêts? Toujours. Ah, il manque un micro. S'il vous plaît. Je vais vous donner le mien en attendant. Merci. Lancement du chrono. Merci. Merci d'être resté avec nous pour Allo Docteur. Elles font partie des maladies articulaires encore mal connues qui provoquent des années de souffrance sans diagnostic et donc bien sûr sans traitement. Une errance d'autant plus longue que les spondylarthrites commencent souvent par un mal de dos, mais un mal de dos qui ne passe pas. Bonjour, je m'appelle Gratiela, j'habite à Lisbonne. Je suis venue ici pour partager et mettre en place des solutions en lien avec ma maladie. Très vite, j'ai rencontré une super équipe qui m'a rejoint dans mon combat pour soulager et supporter cette maladie qui me paralysera un jour. Aujourd'hui, les deux choses à développer en complément des traitements thérapeutiques, c'est 1. L'activité physique, 2. l'amélioration du moral. C'est essentiel pour continuer. J'en suis la preuve vivante. Alors ensemble, nous avons consulté des professionnels de santé et des patients. Je suis super contente aujourd'hui de vous présenter notre solution à ce problème. Son nom, Move & Co. Move & Co, c'est un guide pour mieux comprendre la maladie. Move & Co, c'est un assistant de vie qui me pousse à toujours rester en mouvement. Move & Co, c'est aussi une communauté pour ne plus jamais être seul. Alors le principe, grâce au digital, le patient devient acteur de sa propre santé. Ainsi, il vit mieux sa maladie et permet aux professionnels de mieux le suivre. Nous avons donc testé l'application auprès d'une patiente. Vous allez voir comment ça marche. Et dès le réveil, en fait, elle mesure sa douleur. Et en fonction de sa note, l'appli va lui proposer un programme adapté, une série d'exercices qu'elle fera pour soit assouplir son dos ou travailler son mental autour de la relaxation en se transportant dans un univers de son choix. Elle n'oubliera pas d'envoyer ses données à son rhumatologue. Ce week-end, nous avons réalisé des tests avec des patients de Cruchet, Lisbonne. Nous avons vécu une expérience formidable. Demain, nous serons une start-up incubée à l'abbaye. En juin, le prototype sera ouvert aux patients. Et dans un an, nous dépasserons le cadre de la Normandie. Ensemble, nous allons contribuer à ce que tous les gens aillent mieux. Et là, je compte sur vous pour nous soutenir. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole au jury. Est-ce que vous avez une question? Expliquez-nous comment ça fonctionne. J'ai le spondylarthrite ankylosante, je mets j'adhère et qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe concrètement? Alors concrètement, lorsqu'on a une spondylarthrite ankylosante, on a de grosses raideurs. Non mais ça, je sais ce que c'est, mais... D'accord. Concrètement, qu'est-ce que vous m'amenez? Qu'est-ce que je vous vous apporte? Quelle réponse vous m'apportez, etc. D'accord. Ce que je vous apporte, c'est la possibilité de faire des exercices de façon beaucoup plus ludique dans un cadre qui vous transporte. Les exercices à la maison, en fait, quand on nous demande de les faire, personnellement, je les ai vécus comme une contrainte. C'était très difficile parce qu'on a du mal à se mouvoir. Et par rapport à cela, si on ne fait pas ces exercices, il faut avoir cette énergie et cette volonté de les faire pour progresser chaque jour. Et en fait, en discutant avec les professionnels de santé, que ce soit le kiné ou le rhumato, ils me disent qu'ils ont vraiment beaucoup de mal à ce que les gens aient envie de faire ces exercices. Donc c'est une aide incitative? C'est une aide incitative. Une aide qui va les accompagner, leur donner envie de le faire. Et puis, rompre aussi l'isolement. Ça, c'est le deuxième atout. Tous les patients que j'ai pu rencontrer, et moi-même je l'ai vécu, quand on apprend qu'on a cette maladie-là, on a l'impression qu'on est seul au monde. On a besoin de parler avec des gens pour avoir un effet miroir, pour bien se comprendre sur les douleurs, parce que notre entourage peut faire tout ce qu'il veut, peut être à notre écoute, mais a beaucoup de mal à comprendre ce
ressenti en termes de douleur si intense. Et quand on se rencontre, j'ai eu l'opportunité hier de discuter avec des patients, le fait de se voir, de se dire effectivement moi aussi j'ai une spondylarthrite ankylosante, immédiatement l'émotion est là et les personnes s'effondrent parce que c'était pour elles en plus en l'occurrence hier l'opportunité d'enfin, ils avaient trouvé quelqu'un pour discuter sur le sujet. Elle est là. Merci beaucoup. Elle est dans le public, Alice. Merci beaucoup, elle. Merci Alice. Merci beaucoup. J'invite l'équipe de community à venir installer la diapositive. En fait, les questions sont terminées. Merci. Merci. Bon, en attendant qu'il s'installe. Ça va là? Ça va dans la salle? J'ai pas entendu. Ça va dans la salle? Bon. Il restera après cette équipe une dernière équipe, donc c'est l'avant-dernière. J'invite la dernière équipe à venir par ici dès que les questions du jury commenceront. Ça permettra effectivement d'être fluide. Voilà. 7 millions. 7 millions, c'est le nombre d'enfants de moins de 5 ans qui meurent chaque année partout dans le monde. 7 millions, c'est aussi le nombre de professionnels de santé qui manquent partout dans le monde. En foncé, vous pouvez voir une forte densité de médecins en nombre d'habitants. En clair, ce n'est pas le cas. En vert, vous voyez une haute qualité des soins. Malheureusement, en rouge, une médecine beaucoup moins développée. Alors même que c'est dans l'ADN des médecins de vouloir aider, de vouloir soigner et partager, et qu'on vit aujourd'hui dans un monde connecté, comment pouvons-nous faire pour améliorer cela et faire en sorte que ça n'existe plus? Nous avons essayé de trouver une solution. Nous sommes une équipe d'ingénieurs en informatique, de spécialistes en télémédecine, de stratégie d'entreprise, mais aussi bien évidemment des médecins, des infirmiers, des kinés, des ONG. Et nous sommes la e-health community. Nous voulons leur apporter l'outil. Et on va prendre l'exemple de Léa. Léa, c'est vraiment une personne, une infirmière qui est en mission humanitaire, qui a fait une mission humanitaire en République démocratique du Congo. Léa, elle nous a dit qu'elle se trouvait un peu seule et beaucoup dépourvue, parce qu'elle ne peut pas être spécialiste dans tout ce qu'elle voit, toutes les personnes qu'elle rencontre. Elle nous a expliqué qu'elle se sentait seule vis-à-vis de tout ça et avec un grand niveau de stress. On pourrait, avec cette application, lui montrer déjà qu'il y a un potentiel de professionnels de santé interconnectés partout dans le monde qui sont prêts à l'aider depuis leur cabinet en ligne. On pourrait aussi lui proposer de visualiser des vidéos, ce qu'on appelle des MOOC, pour se former. Avec une problématique qu'elle aurait vue dans la journée, elle pourrait accéder à une information précise pour monter en compétence, ou bien même poser des questions. Elle pourrait aussi accéder à l'ensemble des protocoles qui seraient mis à disposition sur cette plateforme. Et puis, bien évidemment, elle a rencontré une fois une personne enceinte de 35 semaines, elle a fait une échographie, un échographe portable, et elle a eu une suspicion. Le fœtus était un peu petit, elle ne savait pas trop comment le gérer. Et en fait, elle a pu se connecter avec le docteur Huma, qui se trouvait en France, et qui a pu l'aider à effectivement régler un problème, voir qu'il n'y avait pas de grave problème. Ça l'a rassurée et elle a pu mener à terme son projet. On a maintenant un joli bébé de 2,3 kg qui est en parfaite santé. Voilà ce que nous pouvons apporter. Et bien évidemment, là on a pris l'exemple de la périnatalité, mais c'est accessible pour tout. Sur les plaies,
sur l'ophtalmologie. Et nous avons d'ores et déjà une application qu'on peut vous montrer après. Merci beaucoup. Vous pouvez les applaudir bien fort. Je vais laisser la parole au jury. Est-ce que quelqu'un a une question? Donc c'est une plateforme d'aide au diagnostic qui permet de répondre quasiment en temps réel sur des problématiques posées à un moment donné. Voilà. Et donc avec c'est de la mise en lien. C'est de la mise en lien, effectivement. La plateforme ne sert que de mise en relation entre les professionnels partout dans le monde qui ne peuvent pas faire de l'humanitaire et les personnes qui se déplacent véritablement en mission humanitaire. Et la communication se fait par mail, par l'application, en déconnecté ou en déconnecté, en fait, en fonction des moments où on peut avoir un réseau disponible. Mais on peut, avant l'émission, télécharger par exemple l'ensemble des formations qui seraient mises à disposition par la communauté ou les protocoles. Et puis, on sait que de temps en temps, ils arrivent à avoir un point de connexion pour échanger. Merci. Est-ce que... Tiens. Qui sont les experts derrière la plateforme? Les professionnels de santé, alors, dans un premier temps en France, parce qu'on sait les identifier pour avoir un tiers de confiance, on sait aller chercher vraiment un professionnel de santé. Ils font ça pourquoi et à quel moment? Ils font ça pour pouvoir aider et vraiment pouvoir faire de l'humanitaire, même s'ils ne peuvent pas se déplacer en mission. Et ils le font sur les moments où ils ont le temps, c'est-à-dire que même si aujourd'hui 5% des professionnels de santé en France donnaient 1 heure par an de leur temps pour ça, on aurait 50 000 heures de conseils à apporter. Ça, c'est important comme phrase. Et qui paye la plateforme? C'est une structure sous forme de société coopérative d'intérêt collaboratif. Et donc ce sont les centres des adhérents. C'est-à-dire qu'on verrait les ONG, les différents types d'ONG, les professionnels de santé qui veulent collaborer, et avec un financement, peut-être un investissement initial pour le développement, mais ensuite un fonctionnement pour les ONG. Merci beaucoup. Bien, c'était la dernière équipe. Donc je vais inviter l'ensemble de la salle. Non, alors, oh, pardon, excusez-moi. Je crois que mes poignées blanches commencent à faire de l'effet. Non. Je ne le prends pas personnellement. Rouge. Très bien, il n'y a pas de... Vous pouvez y aller. 60 000 cette année, rien qu'aujourd'hui, 12. La chirurgie obésité, ça paye. Oui, félicitations. Ça fait 10 patients de plus à suivre. Tout en sachant que ces patients doivent être suivis à vie et qu'après 5 ans, on perd de vue un patient sur deux. Qu'est-ce que je peux faire moi, avec tout le travail que j'ai? Je sais, mais ces patients qui ne reviennent pas, c'est justement eux qui ne vont pas bien. Alcoolisme, dépression, tentative de suicide et reprise de poids importante. Et j'en passe. Je sais, mais bon, comment faire? Tu as entendu parler de vos communautés? Oh, ça me dit quelque chose. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Albertina.
Je suis arrivée ici il y a 48 heures avec un projet de santé publique ambitieux. Je vais repartir dans 3 heures avec une équipe, rapprochez-vous avec une équipe, un projet recentré, un business model, une liasse de paperboard et je vais pouvoir avancer dans mon projet grâce ici aux coachs et aux équipes qui nous ont soutenus. Alors mon projet s'appelle O-Community. Il consiste en une mutualisation des savoirs des professionnels de santé, en des comités scientifiques, en des outils numériques d'accompagnement du patient et des suivis de protocoles sur mesure pour les professionnels de santé. C'est aussi une communauté de patients qui partagent, qui échangent et qui se soutient parce que quand on est obèse, c'est pour la vie. Alors, l'obésité. Alors, l'OMS, je suis super fatiguée, j'ai plus l'âge de ces conneries. Alors, en fait, j'ai pris le médecin avec moi, mais ils sont à Strasbourg, dans Lyon, à Paris. Ils sont pas tous tout jeunes et ils ne sont pas tous venir. Je suis venue toute seule. Mais j'ai trouvé des gens pour me soutenir. Alors, l'OMS, 4 millions de morts liés à l'obésité en France. 1 sur 2, un adulte sur 2 en surpoids. En France, 1 sur 8 qui est en obésité. Sur les 10 dernières années, 370 000 chirurgies bariatriques et 60 000 juste en 2017. À 5 ans, les professionnels de santé perdent sur le parcours de soins 1 patient sur 2. Donc il faut vraiment faire quelque chose. Si vous lisez la presse, vous verrez qu'il y a eu une réunion. Merci beaucoup. Je peux répondre aux questions, je me ressaisis. Voilà. Je vais laisser la parole au jury si vous avez des questions. L'application fait quoi? Alors c'est pas une application, en fait c'est plus que ça, c'est un vrai modèle économique et un modèle économique vertueux. Aujourd'hui aux Pays-Bas, un patient qui s'est opéré d'obésité et qui ne suit pas les protocoles, qui regrossit, qui ne fait pas ce que le médecin lui dit, il doit rembourser la sécurité sociale. J'en ai parlé aux chirurgiens bariatriques en France et au monde de la santé, ils ont rigolé, ils ont dit jamais la CPN ne fera ça. En France, on ne punit pas les patients. Donc je leur ai dit, on va le faire quand même. On m'a dit, ha ha ha, tu fais comment? Ben moi je vais les récompenser. Parce que j'ai des copains gamers qui jouent à des jeux, qui font des choses super ludiques, auxquelles ils sont accros. Moi mon objectif, c'est de rendre les patients accros à leur suivi. Voilà. Et donc en fait, communauté scientifique, partage de savoir, aujourd'hui, dans des groupes hospitaliers, le même groupe hospitalier, 2 hôpitaux, les mêmes services qui s'occupent des mêmes patients, l'un et l'autre ne savent pas ce qu'ils font, je leur ai appris ce qu'ils faisaient en menant mon enquête. Ils ne savent pas. Il faut mutualiser, ils ont des papiers Word, des livrets, des photocopies. Ils ont 600 patients opérés et en psychocomportemental, qui est le vrai problème fondamental, ils en suivent 12 l'année. D'accord? Donc il faut des outils. Ok, mais tu commences par quoi demain? Là, ce par quoi je commence, là, c'est à fédérer les professionnels de santé entre eux pour qu'ils se parlent. Donc j'ai commencé par un professeur d'université qui vient de prendre sa retraite, qui est un des plus gros chirurgiens de chirurgie bariatrique et qui me suit. J'ai pris un pneumologue, un nutritionniste, un psychiatre nutritionniste qui est un des fondateurs du GROS, ça ne s'invente pas, groupe de réflexion obésité sur quoi. D'accord? Et donc j'ai été chercher les meilleurs de chaque qui ne peuvent pas être, qui sont reconnus par leur père pour qu'on monte ça ensemble. Voilà. Et moi, je fais partie aussi de la première promotion de Paris Diderot du DU de santé connectée. Et j'ai 120 collègues avec qui nous montons des projets. Et ce projet-là, je l'ai sorti du DU parce qu'il est trop balèze pour les DU en un an. Et que j'ai besoin de travailler avec d'autres professionnels de santé pluridisciplinaires. Voilà. Merci beaucoup. Oui, vous avez Alors, pour laisser le jury délibérer tranquillement, j'invite tout le public à se lever et à passer de l'autre côté.
Merci beaucoup.